Le message du chef de l'État en tendant la main aux Burkinabés qui ont pris les armes contre leur patrie a créé un certain déclic au sein des terroristes. C'était déjà un signal très important, positif à leur niveau et qui les prédisposait à accepter le dialogue. C'est ce qui a occasionné le dépôt des armes de certains terroristes. Ces mots ne sont pas de moi, mais du ministre d'État, ministre en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Hiro Boli, lors d'un point de presse le 12 août dernier. Le ministre d'État faisait le point du processus de négociation, que dis-je, du dialogue avec ceux qui sont disposés à déposer les armes et de la question de la réconciliation nationale. Comment on trouve le juste milieu entre le besoin de justice, de punir les crimes passés et en même temps le besoin de dialogue et de réconciliation pour lutter contre le terrorisme? On en parle dans cette émission, le débat parlementaire avec nos invités. Bonsoir et bienvenue. Alors je m'en vais présenter mes invités. Je vais commencer par Madame Fatoumata Ziba Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député à l'Assemblée législative de transition. Vous êtes membre du groupe désigné du chef de l'État et vous êtes membre de la CONFI, la Commission Finances et Budget de l'ALT, l'Assemblée législative de transition. En face de vous, Ali Badra Ouedraogo, bonsoir. Oui, bonsoir. Député également à l'Assemblée législative de transition. Vous êtes membre du groupe des partis politiques et vous êtes de la KJDH, qui est la Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains. Et enfin, notre dernier invité qui est Mahamadou Sawadougou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de l'extrémisme violent. Vous prononcez beaucoup sur des questions de sécurité. Merci à vous déjà d'avoir répondu à notre invitation sur Burkina Info. Alors, la première question, je m'en vais la poser à Mahamadou Sawadro puisque ça concerne la situation sécuritaire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression, vous avez le sentiment que la situation sécuritaire s'améliore? Alors, merci de m'avoir donné la parole en première position. Je dirais, d'après les données que nous avons, que la situation sécuritaire ne s'améliore pas. Je dirais même que la situation sécuritaire est pire qu'il y a 5 ans, c'est-à-dire avant, et 5 mois avant le discours du président. Alors, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des actions qui sont faites sur le terrain, cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui est fait sur le terrain, mais force est de constater que le nombre d'incidents a considérablement augmenté et le nombre de régions qui sont touchées a aussi augmenté. Avant on avait 9 régions touchées, maintenant on a près de 11 régions qui sont sur 13 qui sont touchées par les attaques terroristes. Et aujourd'hui on se retrouve dans une situation où il y a des villes qui sont encerclées, qui sont coupées du reste du pays, et il y a des communes qui sont complètement isolées et par les groupes armés terroristes. Et donc je dirais que la situation est toujours en train de se dégrader malgré qu'il y ait des efforts faits par l'État. Dit le gouvernement. On a écouté récemment le ministre porte-parole du gouvernement, le ministre Lionel Bilgo, qui dit que la situation s'améliore. Des localités entières ont été récupérées. Il y a l'accalmie dans certaines situations. Et le fait de dire que la situation ne s'améliore pas est d'une minorité. Bon, moi je dirais que c'est un langage politique. Et c'est normal, je pense que chacun est dans son rôle. Moi je fais une analyse assez froide des partis, de tous partis pris, et une analyse scientifique en fonction des données que nous avons sur le terrain. Et lorsque nous faisons la situation, le point des incidents, nous sommes environ entre 800 et 1000 de janvier à aujourd'hui. 800 et 1000, entre 800 et 1000 incidents de nature terroriste. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, il y a beaucoup aussi d'opérations militaires qui sont menées, ça c'est vrai. Quand on compare avec la situation passée, on observe qu'effectivement il y a beaucoup d'opérations qui sont menées, mais n'empêche que la situation continue de se dégrader. Alors, cela veut dire qu'il va falloir effectivement faire le point et voir qu'est-ce qui ne va pas, et pour pouvoir rétablir la situation ou bien au moins stabiliser la situation. Vous dites que la situation continue de se dégrader, mais il faut faire la différence aussi avec les actions qui sont posées par les forces armées nationales. Ali Badra Ouedraogo, vous partagez son opinion? Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est l'expert qui a parlé. Je pense que
ça va être un crime de lèse-majesté que de battre en brèche donc ce que l'expert vient de dire. Parce que voyez-vous, il s'est tablé sur des données scientifiques pour pouvoir donc apprécier la situation. Mais moi, je suis de ceux-là qui estiment qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons forcément avoir, quand on parle donc de cette thématique, avoir peut-être un regard froid sur la situation. Il l'a dit et je suis entièrement d'accord avec lui, parce que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'un Burkinabé, par rapport donc à la situation que vit notre pays, une situation d'ailleurs qui engage la survie de la nation, que de venir sur un plateau télé pour dire c'est pas bon, ça n'avance pas. Je pense qu'il faut d'abord que je parle de ce postulat-là pour qu'on comprenne que ce que nous disons ici, ce n'est pas parce que nous nous mettons à dos de la nation, mais c'est parce que nous devons donc gagner cette lutte, mais dans la sincérité et dans la vérité factuelle. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous dites devant donc un citoyen qui habite Solenzo, qui est donc assailli régulièrement depuis un certain temps par les groupes armés terroristes, que tout va bien, mais il vous dira que en réalité, vous n'êtes pas solidaire avec sa peine, avec donc sa situation. Et ce n'est pas normal pour nous, en tant que leader d'opinion, de le dire. Mais de notre côté, quand vous regardez aussi les offensives qui sont menées par notre armée, on vous dirait également qu'il y a des résultats. Mais n'empêche que le tout mis ensemble, nous sommes obligés de constater aujourd'hui que nous sommes toujours à la traîne par rapport donc à une réponse conséquente par rapport donc aux phénomènes terroristes. Mais je dis tout de suite que avant le 24 janvier, notre position était claire et constante, que dans ce combat-là, c'est dans l'unité que nous pouvons donc le gagner. C'est le même discours aujourd'hui. En son temps, lorsque donc il y avait donc des bribes d'informations qui tendaient à dire que les populations ou certaines populations voulaient passer à une autre étape en disant Roch dégage, c'est lui le problème, on a attiré l'attention des Burkinabés de ne pas aller à l'aventure. Parce que la nature même du combat en question... Alors, Ali Badra, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des motifs de croire que les actions offensives dont vous avez relevé, et également Mamadou Swadrou, vont dans la dynamique, justement, de reconquérir le territoire national? Non, déjà, il a dit, et je m'allie sur ce qu'il a dit, qu'avant le 24 janvier, n'étant pas un spécialiste, mais ce que nous avons pu observer, c'est que nous étions dans une position attentiste ou défensive, où on subissait donc des attaques et après il y avait donc des tentatives donc. Quand vous dites nous, faites allusion à l'armée. Oui, mais bien sûr, parce que l'armée n'est pas voilà ex nihilo, l'armée c'est nous tous. Okay. Voilà, mais depuis le 24 janvier, peut-être que c'est parce que l'appareil politique, en plus donc du volet opérationnel militaire, est géré maintenant par la même entité militaire, mais nous assistons à un changement de paradigme en matière donc de la stratégie, parce que l'armée va de plus en plus à l'offensive. Okay. Mais me dire tout de suite que ce qui nous est donné de constater, est-ce que ça répond à la situation? Je dis non, le résultat est mitigé, il y a des victoires, il y a aussi que nous perdons donc du territoire, mais à l'arrivée, il faut qu'on se convainc qu'en réalité, pour nous en sortir, il faut que nous regardions tous dans la même direction et que c'est l'affaire de tout le monde. On va revenir là-dessus. Fatmata Ziba, oui. On a parlé aussi de la situation. Les autres invités ont parlé de la dégradation de la situation sécuritaire. D'abord, il y a des actions offensives. L'armée a communiqué sur ces actions récemment dans l'Est et dans le Sahel, des actions qui ont permis la neutralisation d'au moins 28 terroristes. Voilà. Est-ce que pour vous, on a des motifs de satisfaction? Merci. Avant tout, je voulais d'abord m'incliner devant les sacrifices de nos FDS et VDP, frères et sœurs qui ont perdu la vie dans le drame du terrorisme. Mais moi, je crois qu'il faut aussi que nous soyons un peu aussi francs moi, je trouve qu'il y a l'amélioration, il faut qu'on soit serein et faire confiance à nos forces de l'ordre. Je pense qu'il y a beaucoup qui se sont faits. Les 5 mois, il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais en même temps, est-ce que les populations de Solenzo, de Kouka, justement, peuvent entendre ce que vous dites, comprendre ce que vous dites? Ils peuvent le comprendre et entendre parce qu'on voit ce qui se passe aujourd'hui. On voit comment l'armée est en train de se déserter sur le terrain. Moi, je crois aujourd'hui, la population même fait confiance. Et pendant les 5 mois, il faut qu'on se dise aussi que la situation était très catastrophique. Okay. Avant
janvier. C'était très très catastrophique. Donc les 5 mois, ce qui sont faits, ce qui se passe sur le terrain, je crois aujourd'hui la population est sereine et a confiance que ça va aller. On ne peut pas gérer... J'insiste sur le cas de Solenzo parce qu'il y a un collectif des OSC de la région, les organisations de la société civile de la région de la Boucle du Monde qui ont lancé des alertes par rapport à la situation de Solenzo depuis le 29 juillet. Et justement, ils imputent même, je veux dire le collectif, il impute la responsabilité de la situation présente au régime du MPCR. Oui, depuis le 29 août, c'est vrai, il y a eu Solenzo. Mais comme j'ai dit aujourd'hui, il faut qu'on se reconnaisse que les terroristes sont en débandade. C'est quand le fait, ils font. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, à Solenzo, comme on a vu les 5 jours, il y a eu des attaques. Il y a eu Kouka aussi. Il y a eu Kouka. Mais je me dis que aussi, le terrain, comme je l'ai dit, était vraiment dégradé. Et il y a beaucoup de zones aujourd'hui que les FDS ont pu au moins soulager la population et maîtriser quand même beaucoup de vies de terroristes qui sont partis. Donc moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est vrai, on ne peut pas tout faire en même temps. Moi, je suis d'accord avec ce que mes 2 prédécesseurs ont dit, mais c'est vrai, si nous, on s'assoit à Ouagadougou pour dire aussi que c'est alarmant, et puis je pense que ça peut aussi faire la peur à beaucoup de gens qui pensent que la population doit aussi être rassurée que pendant les 5 mois-là, ce qu'ils ont fait, il y a beaucoup de provinces aussi qui ont été échappées. Mamadou Samadou, c'est vrai qu'il y a une rhétorique qui revient tellement, voilà, c'est parce qu'il y a des actions offensives, il y a la débandade des terroristes qui justement commettent des forfaitures contre les populations civiles. Est-ce que c'est le cas? Bon, il faut voir dans la stratégie de ces groupes armés une façon aussi de mailler carrément, parce que vous avez parlé juste tantôt de 11 régions sur les 13 qui sont touchées aujourd'hui. Alors je dirais que les terroristes sont méthodiques et ils sont en train de dérouler tranquillement leur stratégie. Si vous avez remarqué, à partir de janvier, ils ont entrepris à dégrader tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est point sensible. Ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé depuis janvier. À s'en prendre aux pylônes, à s'en prendre aux points sensibles tels que les aérodromes. Alors tout cela, c'était en prévision, c'était pour anticiper sur le déploiement futur de l'armée et aussi sur les opérations que l'armée devait mettre en place. Et quand vous regardez l'évolution de la situation, je reviens encore sur ce que j'ai dit. Ok. Ça ne veut pas dire que durant les 5 mois, il n'y a pas quelque chose qui a été fait. Il y a eu énormément d'efforts et on sent effectivement de l'effort, des sacrifices qui sont faits par l'armée pour reconquérir, pour trouver la bonne voie. Mais force est de reconnaître que jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé, si vous voulez, la bonne voie pour arrêter ou stabiliser cette saignée. Et donc les groupes armés qui sont en train de dérouler leur stratégie ont une longueur d'avance. Comme elle a dit, l'erreur du MPSR, c'est d'être arrivé et de n'avoir pas fait le point de la situation, c'est-à-dire le point de départ. Malheureusement, on a fait croire que c'était des gens qui pouvaient rapidement renverser la vapeur. Alors que non, il fallait d'abord calmement, froidement, faire le point de la situation. À quel état on a pris le Burkina? Et maintenant, à partir de cet état, voilà ce que nous pouvons faire. Donc, alors que quand le MPSR est arrivé, les gens avaient nourri un grand espoir. Un espoir, je peux dire, un peu démesuré parce que en si peu de temps, on ne peut pas avoir des résultats, étant donné que le terrain était très très dégradé. Et sans oublier que les mesures mises en place par le pouvoir actuel, ce sont des mesures qui vont faire effet à long terme, pas tout de suite. Ça veut dire qu'on va atteindre des résultats peut-être dans une année et demie, mais pas tout de suite. Je parle des zones d'intérêt. Voilà, je parle des zones d'intérêt militaire, je parle du redéploiement, du maillage sécuritaire qui est en train d'être fait, de la réorganisation de l'appareil sécuritaire et aussi de l'acquisition du matériel et de la réorganisation des hommes. Tout ça, ça ne pouvait pas être fait en si peu de temps, ça ne pouvait que prendre du temps. Donc aujourd'hui, dire que c'est parce que les groupes armés sont en débandade, moi je m'inscris en faux, je dirais tout simplement que aujourd'hui les groupes armés ont plutôt tendance à s'adapter aux réponses que nous apportons. Nous avons la preuve, je vous donne juste un exemple.
dès qu'on a commencé à déclarer les zones d'intérêt militaire, les groupes armés ont commencé à cibler des régions qui n'étaient pas ciblées. Je vous prends la région de Kouritenga. Pourquoi? Ça veut dire qu'ils ont dégagé, ils ont quitté les zones d'intérêt militaire, oui, le centre-est, pour se mettre dans des zones qui n'ont pas été déclarées zones d'intérêt militaire et dans les zones où on peut toujours circuler à moto. Donc c'est pour dire leur capacité d'adaptation et d'anticipation sur les réponses. Voilà pourquoi notre stratégie doit être active et réactive et en fonction de l'évolution de la situation. On va revenir. Vous avez tantôt relevé que le MPSR n'a pas fait le point de la situation quand il a pris le pouvoir. Est-ce que c'est une erreur d'appréciation pour le président du Faso de donner rendez-vous au Burkinabé dans 5 mois? Ils ont déjà arrivé dans les 5 mois. Est-ce que c'est une erreur d'appréciation pour lui? Alors, je ne sais pas les leviers qu'il avait à main pour déclarer les 5 mois. Peut-être que nous allons attendre de voir quel est le bilan qui va être donné par le président du Faso. Mais pour moi, je pense que en 5 mois, on ne pouvait pas s'attendre à un miracle. Parce que ça relevait du domaine du miracle si on arrivait à repousser le terrorisme. Mais je me dis que, sans vouloir interpréter les dires du président, je me dis que les 5 mois qu'il a donnés, c'est peut-être les 5 mois pour mettre en place une stratégie qui va commencer à partir des 5 mois pour être déroulée. Okay. Sinon, ce n'était pas pour engager les résultats. Sinon, si c'est ça, ça relève vraiment du miracle. Fatma Daziba, à quoi vous attendiez-vous quand il donnait rendez-vous au Burkinabé? Oui, parce que pendant les 5 mois quand il donnait rendez-vous au Burkinabé, comme on l'a dit, c'est un monsieur qui s'est dit, avec les MPSR, il savait déjà, c'est des militaires. Il savait comment ça se passait sur le terrain. Donc moi, je pense qu'avec les 5 mois, on n'a qu'à attendre de voir. Et moi, je suis sûr que les 5 mois, quand ils vont faire leur bilan, ça sera satisfaisant. Ça, moi, je suis sûr. Et je suis aussi sûr que la sécurité va mieux aujourd'hui par rapport en décembre et jusqu'au 20 janvier. Ah bon. Il faut qu'on ait sûr. Moi, je suis sûr que... Il parle de 11 régions sur les 13 qui sont aujourd'hui... Quand on parle des 11 régions sur les 13, ils disent que les 11 régions sur les 13, mais c'est comment? C'était comment? Aujourd'hui, mais c'est comment? Aujourd'hui, au moins, on sent l'armée sur le terrain. On sent aujourd'hui que les gens sont un peu en sécurité par rapport en décembre tout près. Il faut aussi qu'on reconnaisse ce que le gouvernement a fait. Parce qu'ils sont venus trouver quelque chose qui est là. Il n'y avait rien. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on est sûr que ce régime aussi a beaucoup fait en 5 mois. Moi en tout cas, je suis confiant qu'il pourra. Et puis c'est... le problème du terrorisme, comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est une situation de longue haleine. Parce qu'il ne peut pas le faire en 5 mois. Quelque chose qui s'est fait en 8 ans. Vous dites que la situation s'est améliorée. Ali Ouedraogo, en 5 mois, est-ce que la situation pouvait s'améliorer? Et quand on s'en tient aux statistiques? Non, je réponds tout de go, non. C'est pas évident. Je m'adosse toujours sur les analyses pertinentes des experts en sécurité. Si nous faisons donc une analyse comparée, on voit des pays qui ont connu le terrorisme avant le Burkina Faso, ils y sont toujours. Ça veut dire que c'est une nébuleuse. Et lorsqu'elle prend pied dans un pays, même si vous arrivez à juguler les effets pervers du terrorisme, il y a toujours donc le terrorisme résiduel qui reste. Donc en 5 mois, je pense que même les sociétés actuelles étaient conscientes qu'en 5 mois, on ne pouvait pas engranger de résultats notables. Mais vous me permettez de revenir un peu sur le climat général du débat qui se mène sur ce plateau, parce que en réalité ce plateau n'est que, j'allais dire donc peut-être symbolique ou asymptomatique, n'est-ce pas, de ce qui se passe un peu au dehors. Moi je crois que on a globalement un problème d'appréciation. Okay. Voyez-vous, un régime était là jusqu'avant le 24 janvier. Notre régime est là depuis le 24 janvier. J'ai l'impression que lorsqu'on analyse, c'est comme on disait, c'est un régime contre un autre. C'est comme si chacun donc voulait, dans cette lutte contre le terrorisme-là, tirer la couverture de son côté. Pour dire, moi je suis bien et c'est un tel qui n'était pas bien. Je crois que c'est, pour moi, très sincèrement, c'est une très mauvaise manière de prendre le problème. Okay. Que ce soit ceux qui étaient là et ceux qui sont là, moi je crois que la volonté de tous ces régimes-là, c'est de pouvoir effectivement donner plus de sécurité au Burkinabé. Maintenant, il y a eu, effectivement, et j'en conviens, des résultats mitigés. Mais aujourd'hui,
Si le MPSR estime qu'il peut donc gérer la question du terrorisme, ça ne sera pas avec le MPSR en tant qu'entité seule, c'est avec l'ensemble des Burkinabés, même avec ceux-là qui étaient là avant. C'est pourquoi je veux que l'on analyse le problème de façon holistique pour s'en convaincre qu'en réalité, le Burkina Faso sortira donc de cette situation avec l'ensemble des Burkinabés. C'est pourquoi nous autres, nous prônons pour une inclusion dans la gouvernance afin que nous puissions tous ensemble regarder dans la même direction et apporter des réponses à la problématique donc sécuritaire de notre pays. C'est en cela que moi j'estime qu'il faudrait que d'ores et déjà on essaie dans nos analyses d'abandonner, j'allais dire donc l'aspect subjectif de la question. Il faut voir ça de façon holistique, dire que c'est ensemble qu'on peut y arriver. En même temps, il y a le secrétaire général du ministère de la Défense, lors de l'Agora géopolitique à laquelle vous avez participé, Mamadou Sawadro, qui disait, je le cite, il s'agit du colonel-major Ousmane Traoré, il parlait de la politique de sécurité nationale qui a été élaborée depuis 2020, qui se posait la question pourquoi jusqu'à présent, jusqu'en 2022, pourquoi cette politique nationale de sécurité n'est pas adoptée, et qui dit, je m'en vais le citer, on va continuer avec cette déperdition, on dépense beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, mais sans atteindre les résultats escomptés. Partager son point de vue par rapport à cette politique de sécurité nationale? Oui, je partage son point de vue parce que nous avons tous les textes, les plus beaux textes du monde, on peut les retrouver au Burkina. Mais maintenant, pour les implémenter, ça pose problème. Donc aujourd'hui, je pense qu'on devait être dans une législation de guerre, dans une administration de guerre et dans une armée de guerre. Et aussi les populations devaient se mettre à l'idée qu'on devait être dans une gouvernance de guerre. Mais j'ai l'impression qu'on est toujours dans les procédures comme si on était en temps de paix. Alors que le temps nous est compté. Aujourd'hui, le temps nous est compté et je pense que les textes devraient être adoptés et les procédures, la stratégie devrait être rapidement opérationnalisée afin de pouvoir recadrer rapidement ce qui ne va pas pour trouver des solutions et résoudre le problème des populations qui peinent, des populations qui souffrent. Okay. Et moi, j'aimerais juste ajouter quelque chose. Il faut que il y va de l'intérêt supérieur de la nation. Et si l'intérêt supérieur de la nation commande à ce qu'on reconnaisse que ça ne va pas, je pense que tout Burkinabé devrait être en mesure de se dire que si nous nous mettons ensemble et si nous mettons du doigt là où ça ne va pas, je pense que ça va permettre d'ailleurs au MPSR de se recadrer. Il ne faut pas que nous soyons dans le déni. Il ne faut pas aussi que nous soyons dans le refus. Parce que là même, ça n'aide pas le MPSR. Ça n'aide pas le gouvernement actuel de dire que tout va bien, alors qu'en réalité, ça ne va pas. Je pense que le fait de critiquer, le fait de dire que ça ne va pas, ça permet effectivement de recadrer et ça permet d'avancer, de faire avancer les choses. Et je pense que c'est la voie royale pour pouvoir avoir des résultats si réellement notre objectif est de recouvrir la paix, de recouvrir la sécurité. En parlant de solutions, on a parlé de la politique de sécurité nationale, mais aussi la réconciliation qui est vendue au Burkinabé, on va le dire comme ça, la réconciliation nationale. Mais en même temps, est-ce qu'on peut parler de réconciliation quand des citoyens se sentent abandonnés, ne se sentent pas assez protégés par l'État? Ali Batra. Bien avant de répondre à votre question, j'aimerais donc rebondir sur ce que mon cher frère venait de dire. Moi j'ai l'impression que nous sommes en train donc de catégoriser les Burkinabés. Il y en a qui sont pro-transition, il y en a qui sont anti-transition. Moi c'est pas ma vision. Voilà, je pense que chacun de nous a ses convictions politiques, chacun de nous a ses valeurs et ses principes. Mais le Burkina Faso, c'est notre pays à nous tous. Est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce que les Burkinabés ne sont pas divisés entre des pros, des anciens? J'allais en venir. Parce que si vous regardez la situation actuelle du pays et qu'il se trouve un seul Burkinabé qui soit contre ceux qui font des efforts pour que nous puissions nous en sortir, moi je crois que ce Burkinabé en question se trompe de combat. Et je dis, si vous suivez un peu notre discours, il est constant depuis le début. Nous avons dit en son temps
qu'il faut que les Burkinabés évitent d'aller à l'aventure et de se tromper d'ennemis et de combats. Et encore sur ce plateau, nous le rappelons. Parce qu'en réalité, il est question ici de la survie de notre nation. Donc de notre survie à nous tous. On peut ne pas aimer un dirigeant, mais on ne peut pas ne pas aimer son pays, à moins qu'on soit un apatride. Et de ce que je sais, ceux qui donnent des avis contraires, qui critiquent, c'est de manière à construire. Ce ne sont pas des apatrides, c'est parce qu'ils aiment leur pays. Et je crois que ces critiques, normalement, devraient servir à féconder la gouvernance actuelle, devraient permettre aux autorités de tirer du substrat pour pouvoir donc alimenter la gouvernance actuelle. Mais tout de suite, balayer du revers des mains. Mais est-ce qu'il n'y a pas sur les réseaux sociaux, les réseaux dits sociaux, dans des médias également, des discours violents, des discours, excusez-moi, véhéments, justement, qui appellent à la haine? Je crois que je me refais justement au dernier discours de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso, qui a relevé cet état de fait justement sur les discours. J'allais en venir, parce que vous voyez que quand vous prenez ce qui s'exprime sur les réseaux sociaux en termes d'opinion ou sur les plateaux télé ou au niveau des stations radio, mais ça ce n'est rien à côté du discours officiel qui est distillé. Vous avez relevé tantôt, le porte-parole du gouvernement, il a dit qu'il y a des Burkinabés qui effectivement instrumentalisent des populations pour faire des marches relativement à la marche qu'il y a eu à Dori. Tout à fait. Et que ce sont des marches à connotation politicienne. Et que ceux qui estiment que l'armée ne monte pas à puissance et qu'il n'y a pas de résultat, ils sont minoritaires. Moi, je pense qu'un gouvernement qui appelle à l'unité nationale ne peut pas, à côté de cela, de cet appel-là, distiller un tel discours officiel. C'est malsain. Il faudrait que le cap soit fixé par l'autorité. C'est pourquoi je dis, est-ce que quelque part, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la conséquence du discours officiel qui tend effectivement à discriminer les Burkinabés? Je ne suis pas affirmatif sur la question, mais je me pose des questions. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons pouvoir évoluer et mettre le curseur sur des causes sociales emblématiques qui regroupent l'ensemble des Burkinabés. Et c'est la question de la survie de notre pays. Et là, tout le monde se retrouve. Donc, je dis, nous devons tout faire en tant que leader d'opinion, parce que vous voyez comment nous nous débattons sur ce plateau. Nous ne sommes pas des polémistes, nous ne sommes pas des activistes, nous ne sommes pas des passionnés. Nous sommes des leaders d'opinion. Et nous devons, en tout instant, lorsque nous avons le droit, la possibilité, pardon, de nous exprimer, aller vers des discours qui rassemblent, qui fortifient l'unité nationale. Fatoumata Ziba, est-ce que de tout ce qui a été dit, est-ce que la réconciliation nationale prônée par le gouvernement prend là tout son sens? Oui, ça prend tout son sens. Je vais revenir à ce que M. Ali Badra vient de le dire. En fait, le problème au Burkina Faso, comme on l'a dit, il y a des contre et il y a des pour. Tant que les populations ne vont pas se dire, soutenir les MPCR, pour dire, parce qu'aujourd'hui, quel que soit Alpha, nous avons besoin de soutenir les MPCR. Et les discours haineux sur les réseaux sociaux, qui amènent encore à des révoltes. Il y a des trucs, mais qu'on les dit qui ne se sont pas faits. C'est ça. Mais il faut qu'aujourd'hui, les politiques aussi puissent faire la part des choses. Il faut qu'on arrête de dire moi. Moi, je crois aujourd'hui le Burkina à ce stade-là. Il faut qu'on arrête de dire que du moi. Il faut qu'aujourd'hui nous pensons, comme il a dit, à notre pays. Et laisser au moins sur la terre le Burkina comme il était avant 2014. À nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, le problème du Burkina Faso, c'est ça. Chacun dit moi, chacun dit lui, c'est ça. Et aujourd'hui, depuis que l'MPC est revenu au pouvoir, si tout le monde était accordé à dire, ok, voilà comme on dit, nous avons dit, le MPP qui a eu à dégrader, comme on le dit, le pays comme ça ne va pas, nous allons soutenir le MPCR, au moins pour qu'il puisse aller, pour qu'il n'y ait pas de terroristes, pour mettre fin aux terroristes. Mais non, nous sommes d'accord de mettre les bâtons pour dire non. Nous voulons même, il y a beaucoup de gens qui ne veulent même pas que l'MPCR réussisse. Mais quand ils ne réussissent pas, qu'est-ce que ça va nous donner? Qu'est-ce que ça va nous donner? Beaucoup de gens ne veulent pas que le MPCR réussisse. Beaucoup ne veulent pas que ça réussisse. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, nous devons aller dans le sens comme il en dit, pour qu'ensemble, voir comment soutenir les MPCR pour aller. Je ne suis pas contre un ou l'autre. Aujourd'hui, comme il a dit, c'est mon pays. Ça nous incombe. Et aujourd'hui, il faut qu'on aille à la réconciliation.
Parce que ceux qui sont sur le terrain, les terroristes, c'est nos enfants. Comment va la réconciliation? C'est nos enfants. Comment va la réconciliation? De quelle réconciliation dont on parle ici? On a vu un rendez-vous au sommet avec les anciens chefs d'État qui n'a pas trop mâché parce qu'il y a eu un ancien chef d'État qui n'a pas répondu à l'appel. Comment on réconcilie les Burkinabés en partant justement de ce postulat-là, qu'on réconcilie d'abord les anciens chefs d'État pour réconcilier les Burkinabés? Justement, le fait qu'il y ait un chef d'État qui n'a pas répondu, c'était la plus mauvaise chose. Je crois que c'est ça que j'ai dit, il faut qu'on les accompagne. Comment tu dois sortir pour soutenir, pour la paix, la réconciliation de tout un faso, et en réalité tu dis non. Mais qui a mené le ministère de la Réconciliation? C'est eux. C'est eux qui ont mené le ministère de la Réconciliation. Je ne suis ni pour ni contre. Aujourd'hui, nous sommes tous là. Moi, je crois qu'avec l'MPCR, nous sommes, comme il a dit, nous sommes neutres. Nous voulons que ça avance. Mais qui a mené la réconciliation? Le ministère de la Réconciliation a été créé par l'MPP. Mais si maintenant on veut qu'on se réconcilie et qu'il y a quelqu'un qui se mettent encore en marge, en ce temps, il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Je veux comprendre quelque chose. Je pense que beaucoup de téléspectateurs aussi veulent le comprendre. Est-ce que réconcilier, la question a déjà été posée sur le plateau, mais on va dire c'est pédagogique, la répétition. Est-ce que réconcilier des anciens chefs d'État peut amener les Burkinabés justement à revenir à de meilleurs sentiments? Réconcilier les anciens chefs d'État seulement ne suffit pas. Mais ça fait beaucoup de choses aussi dans la réconciliation. C'est-à-dire? Oui. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de gens se retrouvent derrière ces chefs d'État. Chacun veut la paix. On s'est dit aujourd'hui, il y a des, comme on le dit, qu'on le veut ou pas, c'est des gens qui ont gouverné ce pays pendant des années. Même si on gouverne un pays pendant 3 mois, c'est beaucoup. Surtout que des gens qui ont géré le pays pendant des années. Et quand ces gens s'asseyent et qu'ils puissent parler le même langage, ça peut au moins amener la réconciliation à 60%. Ça, au moins, je suis sûr. En même temps, on va laisser les politiques parler. Vous allez prendre la parole après. Non, je voulais juste rebondir sur ce que la maman a dit. Mais elle a dit, en réalité, ce que je ne voulais pas dire. Et c'est ça le problème du Burkina Faso. Qu'il y a derrière ces chefs d'État beaucoup de personnes qui se reconnaissent en eux. Mais c'est justement ça le problème. Je ne pense pas que l'engagement politique doit être lié à la personne d'un chef d'État. Okay. C'est ça aussi le problème. Parce qu'en réalité, voyez-vous, sur la scène politique depuis un certain temps, sont apparus, ou plutôt est apparue donc une espèce, une nouvelle race de politiques ou de politiciens, et qui force le jeu politique. Parce qu'en réalité, ce que nous appelons partis politiques, par essence, ne le sont pas, mais c'est des clubs d'amis. C'est des regroupements d'intérêts autour des individus. Ce qui fait que lorsque l'individu en question, qui est notre champion, n'est plus au pouvoir et qu'on perd donc les dividendes liés au pouvoir, mais quel qu'en soit celui qui vient, quelle qu'en soit sa bonne volonté, on est contre. C'est ce qu'on appelle la démarcation physique. Mais il faut éviter ça. Il faut que nous puissions ramener l'engagement politique à sa juste expression. Qui veut dire que nous avons donc un idéal pour ce pays et on s'engage à travers donc un instrument politique pour faire donc une proposition d'un programme de société que l'on vend au peuple burkinabé. Et lorsqu'il est plébiscité, que l'on puisse donc l'implémenter. Parce que si nous continuons dans les postures liées donc aux individus, les individus passent, mais le Burkina Faso demeure. Repartons en 1960 jusqu'à nos jours. Nous avons connu combien de présidents? Mais le Burkina Faso, il était autre il est devenu Burkina Faso. Il faut se démarquer de ça. Le pays. Voilà. Oui, très rapidement avant de donner la parole à... Ce qu'il dit, mais moi je pense qu'il a dit c'est vrai, mais ça n'a pas été fait comme ça. Tout de suite là, les gens qui se sont là, qui disent qu'ils ne soutiennent pas les MPCR, c'est parce que c'est les prorogues. Ah bon? Ils disent ne souhaitent pas. Non, il faut le dire. Je suis un prorogue. Oui, je viens, mon chéri, je viens. Sûr, je viens. Oui, je viens. Moi, je brûle la police à ma maman, même si après... Attends, non, je viens. Tu peux pas répondre. Attends, je vais finir. Vous allez... Oui, ok. Ce que je voulais dire, c'est qu'il a dit pour dire que les gens n'ont qu'à se démarquer. C'est ça, j'ai dit, c'est une bonne idée. Mais aujourd'hui, le Burkinabé et l'Afrique et beaucoup de politiques ne sont pas d'abord à ce niveau.
Il faut le reconnaître aussi, que c'est pas à ce niveau. C'est des trucs qui pourront se faire péter avec nos petits-enfants. Ça va venir. Mais aujourd'hui, on n'est pas à ce niveau. Est-ce que vous voyez, même lui, il est ici, il a des répondants. Il y a des gens qui disent, je vais aller quelque part parce que Badra est là. Ça, moi, c'est clair. Il faut que pour le moment, ça ne peut pas finir jusqu'à pendant une certaine décennie. Mais ça va aller. Mais l'idée qu'il a dit, c'est très bien. Moi, je suis d'accord. Mais actuellement, c'est la théorie. En pratique, c'est autre chose. Donc, moi, j'aurais souhaité, comme il a dit, que la réconciliation même de tous les chefs d'État, d'abord, si même ils arrivent à se réconcilier, c'est un bel exemple. Il faut donner aussi l'exemple. C'est comme un chef de famille qui dit à sa femme et ses enfants, entendez-vous? Or, le chef de famille même frappe la maman, il ne veut pas s'entendre, il ne parle pas avec la maman. Et en ce temps, comment vous voulez que les gens s'entendent? Alors, je reste avec vous. Suivons la déclaration du Premier ministre récemment sur les antennes de la télévision nationale sur le profilage des assaillants. Il a parlé de 3 types d'assaillants. Du religieux qui veut instaurer le califat par le sang et le feu, le défenseur qui pense défendre sa communauté, le suiveur qui pense être à la mode et la victime contrainte. À partir de ce qu'il a dit, de ce que le Premier ministre Albert Ouedraogo a dit sur le profil justement de ces gens qui nous attaquent, comment on peut réconcilier les politiques pour justement combattre le terrorisme, amener ces gens à déposer les armes? Moi je peux... Oui, oui, moi je... Oui, ok. Bon, allez-y. D'accord. Donc, effectivement, la réconciliation doit jouer un rôle primordial. Mais pour moi, la réconciliation telle qu'elle est menée, pour moi, ce n'est pas une priorité de réconcilier des partis politiques ou des politiciens ou des anciens chefs d'État. Dites-moi, est-ce que celui qui est à Arbinda, celui qui est à Guibo, celui qui est à Tongomayel, celui qui est au fin fond à Patiaga, est-ce que vous pensez que sa préoccupation c'est que Roch parle à Blaise ou que Blaise parle à Michel? Non. Michel Kafando, non. Non. La vraie réconciliation, c'est la réconciliation entre le monde rural et le monde urbain. Je vous dis, il y a un message que le monde rural est en train de faire passer au monde urbain. Ce message-là, malheureusement, se passe par la violence. Vous avez dû remarquer que la violence quitte aujourd'hui le monde rural vers le monde urbain. Alors qu'avant, c'était le contraire. Je pense que c'est des messages qu'il faut savoir lire. Il faut une réconciliation entre l'administration et les administrés. Cette forme d'administration que nous avons jusque-là connue, elle doit changer, elle doit muter. Et elle doit demander pardon aux populations. Qu'est-ce qui a poussé ces populations à prendre les armes? Qu'est-ce qui a poussé des Burkinabés à prendre des armes contre des Burkinabés? C'est la frustration. Vous avez cité le profilage du Premier ministre, qui c'est maintenant qu'on est arrivé d'ailleurs même à faire un profilage après 7 années. Moi je suis inquiet lorsque on me dit que c'est maintenant qu'on arrive à faire un profilage. Et d'ailleurs, je pense que le droit d'auteur revient au président Damiba parce que tout ce qu'il a dit sur le profilage était déjà cité dans le livre de Damiba. Si vous l'avez lu, le président l'avait déjà prédit depuis il y a au moins 4 ans de cela. Et donc, c'est un discours qui aurait dû lieu il y a 3 ou 4 ans, pas maintenant. Ça veut dire que cette forme de réconciliation que nous recherchons avec les populations, elle doit venir d'abord des populations. Qu'est-ce qui a fait basculer la région du Soum? La région du Soum a basculé parce qu'il y avait des questions de dissension, il y avait un déséquilibre social, il y avait une remise en cause de l'ordre social dans cette région qui a amené certaines personnes à prendre des armes. Qu'est-ce qui a amené le basculement de la région du Centre-Nord? Je vais vous dire une chose. Chaque région qui a basculé, elle a basculé à partir d'un déclic. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui a fait basculer chaque région du Burkina. Le Centre-Nord a basculé après Yirgou. Est-ce qu'il y a eu réconciliation après Yirgou? Est-ce qu'il y a eu justice? Est-ce qu'il y a eu justice justement? Pour parler de réconciliation, n'oublions pas Inata. Est-ce qu'il y a justice? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'abord toutes ces victimes? Il ne faut pas que cette réconciliation prenne en compte d'abord les victimes et les bourreaux qui s'asseyent et qui se réconcilient. Je pense que le ministère de la Réconciliation est en train de faire un bon travail. Le travail de ramener les personnes qui décident de poser des armes. Et ça va nous permettre de comprendre
qu'est-ce qui s'est passé, et ça va les amener effectivement à nous donner des pistes de solutions à travers leurs réactions, à travers leurs interrogatoires. On va revenir sur ce sujet, mais avant, je vais vous inviter, ainsi que les téléspectateurs, à suivre la réaction de l'émir de l'Iptako. Nous l'avons approché pour qu'il se prononce sur le processus de dialogue avec les filles et fils qui sont disposés à déposer les armes et le processus de la réconciliation nationale. Suivez. Il y a des résultats. Maintenant, c'est de savoir si la lutte armée qui produit les résultats, si le dialogue qui produit les résultats, ou bien c'est les effets des deux combinés qui produisent les résultats. Il y a des résultats, je le dis et je le répète. Maintenant, c'est de savoir s'il y a des résultats à notre satisfaction. Je dirais non. Parce que moi, ma satisfaction, c'est qu'on puisse se lever à n'importe quelle heure. De Dori, aller à Setanga, aller à Gibo, aller à Gorgadi, aller comme dans le passé. Et on ne peut pas le faire aujourd'hui. On voit qu'il y a des attaques, il y a des réactions, il y a des attaques et des répliques. Les routes sont coupées, les routes sont réparées. Les routes sont coupées, les routes sont rétablies. Donc, il y a des résultats. Là, pour revenir à votre question sur le dialogue, je vous ai dit que le dialogue est souhaitable. Mais de quelle façon mener un dialogue? C'est la démarche. C'est la démarche qui est importante. Alors, dans cette démarche, si on a demandé à nos FDS et nos VDP, si on a recueilli leur opinion sur ce dialogue, je dirais que c'est une très bonne chose. Parce que ce sont des personnes qui ont vu perdre, qui ont vu tomber leurs frères d'armes. Et si on ne les consulte pas dans ce dialogue, je dirais que, bon, il y a quelque chose qui a échappé, quelque part. Les villageois, issus des villages qu'on a pillés, violés, déplacés, est-ce qu'on les a posé la question sur ce dialogue? Parce qu'ils ne peuvent pas voir tout simplement leurs agresseurs d'hier venir se promener en toute impunité, liberté, et sans qu'il y ait quelque chose. D'ailleurs, je dirais même que ces gens-là ont besoin d'un soutien psychologique. Il faut les consulter, il faut voir. Troisièmement, nous avons affaire à des groupes armés actuellement qui nous attaquent, qui sont multiformes. Le dialogue, c'est vis-à-vis de tous ces groupes armés, ou bien bon, on sélectionne. On a vu ce qui s'est passé en 2020, si je ne m'abuse, où on a dialogué juste pour pouvoir mener des élections. Imaginez-vous. On oublie la sécurité de la population, on dialogue pour faire ces élections et s'installer au pouvoir. C'est comme si c'était la finalité. Donc, si c'est cette forme de dialogue, on choisit un. On peut donner de l'argent à quelqu'un, mais lorsque l'argent va finir, il va reproduire les mêmes actions qui lui ont permis d'avoir de l'argent. Moi, je me dis, bon, il faut faire attention. Et puis, bon, moi, je me dis, les gens qui se précipitent, qui discutent d'un agenda pour le retour un chronogramme d'élection, ils n'ont pas vu tous ces problèmes que vivent les communautés. Et la seule chose qui les intéresse, quand est-ce qu'on va faire les élections pour revenir tout simplement. Je n'ai jamais entendu une proposition pour la sécurité de nos communautés. Je n'ai jamais entendu. J'ai entendu juste quand on va retourner à une vie constitutionnelle normale. Comme si dans notre cas, il y avait une vie constitutionnelle normale. Il faut voir le sort des populations. Il ne faut pas juste voir son retour aux affaires. Voilà, retour sur ce plateau avec nos invités. Ali Badra Ouedraogo, on vient d'écouter l'émir du Liptako par rapport justement à ce processus de dialogue avec les groupes armés terroristes. Il parle plus de la démarche. Oui, d'emblée, je dois dire que toute solution qui permettrait donc au Burkina de retrouver la paix et d'épargner donc les vies de nos populations est bonne à prendre. Okay. Maintenant, comme il a dit, et je suis entièrement d'accord, c'est le modus operandi. Peut-être que le gouvernement a son idée, mais nous réagissons en tant que profanes.
Parce que déjà, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a un profilage qui est donné. Et lorsque nous regardons donc ce profilage, il y a au moins 5 catégories, n'est-ce pas, de groupes qui attaquent notre pays. Cela veut dire qu'à chaque catégorie correspond donc une revendication ou une manière donc de fonctionner. Et pour dialoguer, il faut donc savoir quelles sont les motivations et qu'est-ce qu'on peut effectivement mettre sur la table des discussions, des négociations, du dialogue. Déjà ça, c'est un travail harassant auquel donc il faille se livrer. Deuxième élément, c'est que aujourd'hui nos leaders qui sont au niveau donc de nos localités, que ce soit des leaders coutumiers, religieux ou politiques, ne sont plus sur place, surtout au niveau donc des zones déclarées rouges. Pourtant, vous savez que pour négocier, il faut l'implication de ces communautés à la base. Et je vois mal un groupe armé terroriste prendre pour argent comptant, en tout cas, les propos ou les engagements d'un Kidam. Mais étant donné que les leaders d'opinion ne sont plus sur place, comment on fait? Dans un troisième temps, l'État central doit s'impliquer. Parce que vers la fin, quand il y a donc une discussion, il y a des engagements qu'on doit prendre. Est-ce que l'État n'est pas impliqué? Parce que le ministre d'État, Yoro Boli, parle justement d'offrir une nouvelle vie justement à ses filles et fils qui ont décidé de déposer les armes. Oui, mais je dis qu'il est souhaitable que l'État s'implique, parce que le discours aussi a évolué. Voilà, il vous souviendra que dans un premier temps, l'État, en tout cas, ne prend pas part, mais c'est les communautés, c'est les initiatives à la base. Mais le discours a évolué, mais je fais noter ça en passant. Quatrième élément que je voulais rapidement donc ajouter, c'est en réalité ces négociations-là. C'est pour taire définitivement les armes ou bien c'est pour un temps donné? Le gouvernement parle de dialoguer, pas de négocier. En fait. Bon, vous voyez, je ne vais pas rentrer dans la sémantique, mais je crois que négocier ou dialogue dans ce cas de figure, c'est peut-être du pareil au même. Mais je dis simplement qu'il faudrait que nous puissions donc, dans cet élan de rechercher la paix, savoir aussi que de ce que la coutume de la guerre nous donne à observer, si nous voulons aller à une table de discussion, de négociation avec donc l'ennemi, il faille que nous partions en position de force. Mais aujourd'hui, ce qui nous est donné de voir les éléments factuels sur le terrain, on peut se tromper, c'est que nous ne semblons pas être en position de force. Mais dans ce cas de figure, si nous négocions, nous dialoguons, qu'est-ce que nous donnons pour en retour avoir la paix? Donc voici des questionnements qu'on se pose, mais je dis que toute solution qui peut nous amener à épargner des vies des Burkinabés est bonne à prendre. Seulement, il faudrait qu'on mette la manière pour que, en tout cas, les intérêts du Burkina Faso soient donc sauvegardés. Fatmata Ziba, on a écouté l'émir du Liptako qui disait, par exemple, les soldats qui ont perdu leurs frères d'armes sur le théâtre des opérations, les populations qui ont été violées, pillées, tuées, comment justement on recueille, on accepte ces fils et filles égarés justement dans un processus de réconciliation sans qu'il y ait vraiment c'est pas, réparation du côté aussi des victimes de ces gens aussi qui ont été martyrisés. Moi je crois que ici il faut d'abord qu'on accepte le pardon des deux côtés. Parce que d'abord, il y a les victimes, et il y a ceux aussi même ceux les terroristes même, aujourd'hui sur le terrain, c'est quelque chose qui les a poussés aujourd'hui à tuer son frère, et son frère burkinabé. Donc, comme ce que vous l'avez dit, d'abord, ceux qui ont été violés, ceux qui ont tué leurs parents, comme je l'ai dit, c'est des plaies. Mais aujourd'hui, il faut que chacun se mette au-dessus pour voir la nation. Parce que tant qu'on ne va pas voir la nation, on ne pourra jamais aller en réconciliation. Sinon, c'est des plaies qui ne vont pas, même si quel que soit qu'on les donne, ça ne pourra jamais guérir la plaie. Perdre quelqu'un devant toi, une femme violée, c'est une plaie. Ça, c'est des fois, mais la mort vaut mieux qu'on te viole. C'est des trucs qui ne peuvent pas. Mais souvent, il faut qu'on se mette au-dessus, voir la nation, pour voir comment on peut aller dans ce sens. Moi, je crois, comme on l'a dit, il faut aujourd'hui, quand on voit les coutumiers, les religieux, les terroristes même qui sont sur le terrain, demander à dialoguer pourquoi ils le font.
Chacun fait quelque chose pour ça. Ils sont blessés, ils sont blessés pour quelque chose. Moi, je crois qu'on ne peut pas s'élever, prendre l'arme pour aussi aller tuer son prochain sans qu'au moins tu ne sois touché, ou il y a quelque chose au moins qui t'a vexé, ou tu as été blessé dans ta dignité. Il y a tout ça qui est là. Alors, ce qu'il faut comprendre, parce que vous dites, celui qui pense défendre sa communauté, par exemple, celui qui est appelé aujourd'hui terroriste, qui pense défendre sa communauté, a été à quelque part victime d'une situation. Il faut pardonner cette personne. Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quel que soit Alpha, il faut qu'on se pardonne. Moi, en tout cas, je suis là. Même moi qui suis sur la table, j'ai été victime. Ah bon? Ah oui, j'ai été victime. On a brûlé ma maison 2 fois. On a brûlé chez ma maman, qui n'a rien à voir dedans. On a brûlé chez mes parents. On a eu des morts dedans. Mais voilà, aujourd'hui, je demande à ce qu'on se pardonne. Vous croyez que si moi je dis je ne pardonne pas, ça va réveiller ces gens? On a brûlé ma boutique, ma maison, tout. J'ai perdu tout en un jour. Donc, des événements d'octobre. À des événements d'octobre 2014. Voilà une victime assise devant vous. Mais il faut qu'on se pardonne pour aller devant. Si on ne va pas se pardonner, comment on pourra retrouver notre nation? Donc il faut qu'on se pardonne pour qu'on puisse retrouver le Burkina d'avant. Est-ce que cette Mais en ce temps, il faut aussi que les coutumiers, les religieux, comme je l'ai dit, et que chacun s'y mette, même les politiques, et qu'on laisse notre égoïsme à part aller vers la nation à cause de nos enfants qui sont là aujourd'hui. Est-ce que cette démarche peut prospérer? Je veux dire, est-ce qu'il faut faire tabrasse de tout ce qui s'est passé dans nos contrées, des victimes, des déplacés internes, des pertes, je veux dire, de biens, de vies humaines? Est-ce qu'on peut faire tabrasse de tout et puis se dire aujourd'hui, il faut qu'on parte à la réconciliation pour sauver ce qui reste de notre pays, du Burkina Faso? Je pense que si c'est le prix à payer pour amener la paix, c'est possible. Mais comme l'a dit les autorités d'après le profilage, il y a des dynamiques qu'il faut chercher à comprendre. Au Burkina, effectivement, on peut dialoguer avec certaines personnes, on peut dialoguer avec certains groupes. Ça veut dire que chaque région a sa spécificité. Donc ça veut dire qu'il y a des endroits effectivement où le dialogue va marcher, parce qu'effectivement c'est ce qu'il faut comme réponse, comme remède. Mais il y a des endroits où ça ne va pas marcher et il va falloir que l'État s'impose, l'État s'assume, c'est-à-dire l'État s'impose aussi par la force. Donc il va falloir faire un diagnostic pour voir où est-ce qu'il faut donner la carotte et où est-ce qu'il faut amener le bâton. Et c'est toute la difficulté que nous avons, parce que d'une région à une autre, les dynamiques sont différentes. Et voilà pourquoi il ne faut plus donner la même réponse pour toutes les régions. Il va falloir effectivement faire le diagnostic et apporter et accepter la spécificité de chaque région. Mais nous sommes à une situation où effectivement, malheureusement encore, on est 5 à 6 années en retard, parce que tout ce qui est facteur de résilience, tout ce qui pouvait déconstruire les discours radicaux ont été détruits. Ali Badra l'a dit, la plupart des autorités qui sont dans des zones rouges sont aujourd'hui soit ont été tuées, enlevées ou bien sont repliées sur Ouagadougou ou les grandes villes. Maintenant, qui a la légitimité aujourd'hui pour mener ces dialogues et pour réconcilier les fils et les filles? Parce que même si on ramène une personne qui a commis des dégâts dans un village, il va falloir que les habitants de ce village acceptent cette personne. On ne peut pas imposer le pardon. Donc voilà pourquoi il faut les autorités coutumières, religieuses et les leaders politiques doivent s'impliquer pour que effectivement la population et les populations puissent accepter ce pardon et cette réconciliation. Voilà pourquoi tout le monde doit jouer sa partition pour que le Burkina puisse revenir à la paix d'antan. Donc nous ne devons écarter personne, et il faut juste qu'on sache que personne n'est contre personne, si c'est pour l'intérêt supérieur de la nation. Et un des facteurs de résilience, oui, un des facteurs de résilience que nous avons et que nous avons laissé passer, c'est ce sentiment d'appartenance au même peuple. Ce sentiment d'appartenance au même peuple qui avait été prôné par Thomas Sankara et qui s'était basé sur ce sentiment pour réussir sa révolution. Et ce sentiment d'appartenance au même peuple nous indique que nous avons un intérêt commun, un intérêt convergent qui est le Burkina Faso. Ali Ouedraogo. Oui.
Non, sur la question très rapidement. Je suis entièrement d'accord avec lui. Hein. Moi, je toujours dis que il faudrait que nous puissions comprendre qu'un pays ne peut pas gagner une guerre. C'est une nation, avec tout ce que cela implique comme charge émotionnelle. C'est une nation qui gagne une guerre. Et je dis également qu'une population ne peut pas gagner une guerre. C'est un peuple qui gagne une guerre. C'est-à-dire que la notion philosophique et idéologique est là, dans le mot peuple. C'est pour vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, il appartient aux gouvernants de fixer le cap, de donner l'orientation, de sorte à ce que nous ayons donc une transition inclusive qui ne laisse aucun Burkinabé en rade, pour que l'ensemble des fils et des filles de ce pays puissent effectivement contribuer à ce que nous puissions nous en sortir. Parce que pour moi aujourd'hui... Quand vous dites inclusif, vous faites parler en tant que politique, gouvernement d'union nationale? Si c'est la solution, si c'est la panacée, pourquoi pas? Parce que vous savez tout simplement que tout ce qu'on est en train de dire, c'est parce qu'il y a donc une remise en question de la neutralité même de la transition actuelle. Et nous pensons qu'une transition qui s'installe par le truchement d'un coup d'État se doit effectivement d'être neutre. Parce que le militaire burkinabé par essence n'est d'aucun parti politique, d'aucun clivage partisan. Et c'est pour cela que nous comptons sur les autorités actuelles, parce que ce sont les autorités militaires, de pouvoir sonner le rassemblement, le tocsin. L'ensemble des fils et des filles de ce pays, autour de notre nation est malade. Merci. Malheureusement, nous sommes au terme de cette émission. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée législative, vous êtes membre de la KJDH et membre du groupe des partis politiques. Fatoumata Ziba Ouedraogo, qui est député également à l'ALT, membre du groupe désigné du chef de l'État, membre de la CONFIB, la Commission des finances et du budget. Et enfin, Mahamadou Sawadouro, expert et spécialiste de l'extrémisme violent. Merci à vous trois d'être passé ce plateau. Merci également à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission, le débat parlementaire. Merci de l'avoir suivi.